Babacar Samb. Qui vous dit bonsoir et bienvenue. Mouvement d'humeur du regroupement des taxis urbains. Une assemblée générale est prévue ce lundi dans le cadre de leur troisième plan d'action. Ces chauffeurs exigent entre autres le renouvellement du parc des taxis à Dakar et l'arrêt immédiat des taxis clando. Plus de précisions avec Malik Diop, chargé de la communication et secrétaire général du regroupement des taxis urbains du Sénégal. Il répond à Mamdiara De Silva. On est réunis pour voir quelle suite donner à l'interdiction du préfet de notre sitting. La base a dit qu'on va continuer la lutte d'abord. On s'est donné rendez-vous le lundi pour organiser une conférence de presse le lundi matin devant l'esplanade du Parti démocratique sénégalais. Là-bas, on va essayer de faire une assemblée générale d'abord, suivie d'une conférence de presse pour aller sur notre troisième plan d'action. Mais est-ce que vous pouvez revenir sur les revendications? La principale revendication, c'est les clandos en ligne. On les appelle ici les applications. Eux, ils sont là pour favoriser le transport irrégulier. Ils enrôlent sur leur plateforme des particuliers, des clandos, n'importe quelle voiture. Ces voitures n'ont pas d'abord de licence pour faire du taxi. Le chauffeur n'est pas un chauffeur de transport. Ils n'ont pas une assurance qui peut couvrir les clients qu'ils portent. Donc ça, c'est anormal, alors que le secteur du transport ici au Sénégal est organisé par des lois et des règlements. Il y a aussi le problème des Jakarta qui commencent à prendre de l'ampleur ici dans la capitale, alors qu'il y a un arrêté du gouverneur qui demandait l'arrêt immédiat des taxis motos ici à Dakar. Ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas d'assurance. Ça ne peut pas être ici à Dakar. Donc on ne peut plus accepter que le transport soit un terrain neutre comme ça, où tout le monde peut intervenir comme ça, sans aucune règle ni loi. Il y a du renouvellement du parc, parce que l'État travaille sur le secteur du transport de masse. Il y a la terre qui commence son travail, la BRT va arriver, sûrement il va impacter le secteur du transport. Et l'Organisation mondiale du transport avait commandité une audit pour voir quel impact la terre et la BRT vont faire sur le secteur du transport. On risque de perdre plus de 10 000 emplois sur le secteur du transport. Et l'État avait promis à la Banque mondiale de renouveler le parc de taxis pour permettre aux professionnels de présenter une meilleure qualité de service, de confort et de sécurité. Il y a aussi le problème des licences. Nous, quand on fait des mutations, c'est tout un problème pour avoir une licence. À l'instant, Malik Diop, chargé de la communication et secrétaire général du regroupement des taxis urbains du Sénégal, retenait que le regroupement des taxis urbains est un mouvement d'humeur. Une assemblée générale est prévue ce lundi dans le cadre de leur troisième plan d'action. C'est pour exiger, entre autres, le renouvellement du parc des taxis à Dakar et l'arrêt immédiat des taxis clando. Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est parti pour les 16 jours d'activisme du 25 novembre au 10 décembre. Le thème de cette année, l'activisme pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles. Une occasion pour les organisations et structures qui défendent les droits des femmes et donc de renforcer la lutte et de multiplier les campagnes de sensibilisation. Fatou Warhassamb, militante féministe, est au téléphone d'Abdoulaye Diop. Comme vous l'avez constaté, nous sommes dans la période de ces jours d'activisme qui commence le 25 novembre de chaque année et se termine le 10 décembre. Et toutes ces deux dates-là sont des dates symboliques. Aujourd'hui, le thème de cette année, c'est l'activisme pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles. Et pour nous, c'est une période où nous allons redoubler d'efforts, où nous allons davantage poser des actes, faire des actions, mais aussi faire des campagnes, que ce soit des campagnes dans le virtuel comme sur le terrain. Parce que aussi, ce qu'il faut comprendre est que nous qui sommes aujourd'hui des activistes, depuis plusieurs années, nous militons pour l'élimination des violences faites aux femmes. Et nous avons constaté au Sénégal récemment qu'il y a eu une série de féminicides et que durant cette série-là, nous avons noté le mutisme total de la part de nos autorités. Donc, en cette période-là, nous espérons qu'elles vont réagir, nous espérons qu'elles vont poser des actes. Et concernant le centre d'hébergement et tout, ça, c'est une bonne chose parce que nous, depuis plusieurs années, nous réclamons ça. Le président de la République nous avait promis de faire un centre holistique, c'est-à-dire un centre dans lequel tout peut être fait. Genre, si vous êtes victime ou survivante de viol et qu'une fois arrivé dans ce centre-là, tu peux faire toutes les procédures tout en restant dans ce centre-là. C'est ce qu'on nous avait promis et depuis lors, on n'a rien vu. Donc si aujourd'hui, le ministère dit que oui, il y aura des centres de prise en charge, ok, tout est une nécessité dans cette lutte-là parce que nous sommes dans le besoin et que oui, chaque instant, il y a des sollicitations, il y a beaucoup de choses, mais nous ne savons souvent rien faire face aux survivantes parce que nous n'avons pas des espaces où les mettre et que aussi il faut noter que la loi, le code de la famille et le code pénal super protègent les hommes. Donc il y a énormément de disparités et nous voulons que ces disparités-là soient révisées et que oui, que tous ensemble qu'on puisse s'unir pour mettre fin à ces violences-là. Et puis, découverte macabre au quartier des VF de Bambey, une étudiante originaire de Koungheul a été retrouvée morte dans sa chambre.
Hors du campus social de l'université de Bambey, elle souffrait d'asthme. Diourbel, la correspondance d'Adama Ndiaye. Une étudiante répondant au nom de Fatou Tchalaou, inscrite en licence 3 en sciences appliquées et technologie des sciences et de l'information et de la communication de l'UFR Satik, a été retrouvée morte au quartier DVF de Bambey, hors du campus social. Selon nos sources, cette étudiante était asthmatique. Les appels répétitifs sans réponse sur son téléphone portable ont poussé ses camarades à faire le déplacement. Une fois sur les lieux, ils ont découvert le corps sans vie de cette étudiante. Alertés, les éléments du commissariat urbain de Bambey et des éléments des sapeurs-pompiers ont fait le déplacement sur les lieux. Pour rappel, cette étudiante est originaire de la localité de Koungheul. Le directeur général du CROUS de Bambey, Moustapha Gueye, dans un communiqué, regrette la disparition de cette étudiante et présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Diourbel, Sud FM, Adama Ndiaye. 18h10 dans le studio ici à Dakar. Grève des boutiquiers et détaillants du Sénégal 24 heures après le président de l'association Aliouba tire un bilan positif selon lui. Il s'excuse auprès des consommateurs pour les désagréments causés. Il invite l'État à rectifier le tir et alerte. Le combat continue selon lui. Aliouba est avec Habs El Manouane. Avant tout d'abord, toutes nos excuses envers la population sénégalaise. Mais on voulait lancer 2 messages très forts. Le premier, c'est pour dire à nos clients, c'est vrai que vous êtes très fatigués ces 2 jours, mais si on ne change pas les conditions, ou bien si on continue de travailler sur les prix fixés par l'État, on risque d'être éradiqué dans le circuit. Et je pense que souffrir 2 jours mieux que souffrir pour une éternité. L'autre message, c'est de dire aussi à l'État que la population sénégalaise a souffert ces 2 jours. Et nous, les boutiquiers, on ne peut pas travailler avec vos prix. On ne peut pas travailler en vendant en perte. Donc, vous avez vu, sur 14 régions, 13 régions ont fermé à 99%. C'est un message. Donc, il est temps que l'État prenne ses responsabilités pour changer sa copie. Nous allons en profiter pour remercier tous les boutiquiers partout au Sénégal. Ils disaient qu'on ne pouvait pas le faire, mais on l'a fait. Alhamdulillah. Et le combat continue, car seule la lutte libère. Après la grève des boutiquiers détaillants, l'ASCOSEN réagit et affirme qu'elle a été bien suivie à Thiès. Elle regrette l'attitude des détaillants et boutiquiers qui ne dénoncent pas les grossistes qui ne respectent pas leurs marges. Le vice-président Momar Cissé plaide pour la transparence et une réflexion sur l'emballage. Nous l'écoutons. La grève de 2 jours observée par certains boutiquiers n'a pas connu un impact significatif au niveau national. Nous disons massa aux consommateurs qui ont été impactés, notamment la capitale du rail, où est partie la grève, chose que nous comprenons. Mais nous fustigeons cette attitude de dénonciation en disant que les grossistes n'ont pas respecté leur marge sans apporter la preuve du non-respect de cette marge-là. Parce qu'aucun détaillant jusqu'à présent n'a brandi une facture venant d'un grossiste qui n'a pas respecté sa marge. Nous, consommateurs finaux, nous dénonçons les détaillants qui ne respectent pas les prix indiqués. Pourquoi donc ces boutiquiers détaillants qui achètent au niveau des demi-gros et du gros ne peuvent pas faire comme nous? Donc, c'est une interrogation qui suscite une réflexion. Les consommateurs qui ont eu la possibilité de se rabattre vers les grandes surfaces ou les boutiquiers détaillants qui ont ouvert ont eu plus de chance que ceux qui sont au niveau de Thiès où la grève a été suivie. Je pense qu'il est maintenant important que cette grève-là cesse et que les stades de distribution tels qu'indiqués, importateurs, grossistes, demi-gros et détaillants, que chacun travaille en toute transparence parce que les marges là ont été données à chacun et chacun doit les respecter. D'autres solutions pour l'emballage peuvent être trouvées. Auchan nous vend l'emballage, mais ce n'est pas obligatoire. Pour
pourquoi ne pas pousser une réflexion sur l'emballage? Au lieu de dire que l'emballage n'a pas été pris en compte, je pense que ce n'est pas responsable quand même de faire subir aux populations certaines contraintes parce que tout simplement l'emballage ou le transport n'a pas été suivi alors que vous avez participé à toutes les réunions de A à Z. Propos recueillis par Khabsel Manouane. Atelier préparatoire de l'élaboration de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, le Sénégal confiant pour l'atteinte des objectifs d'ici à 2035. Toutefois, pour réussir cette sécurité alimentaire et nutritionnelle, les besoins sont multiples et augmentent dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Il urge, selon les acteurs, de réduire considérablement l'importation de denrées alimentaires, mais aussi d'accroître la production locale dans tous les domaines. Josette Kali. Les besoins sont nombreux pour le Sénégal dans son objectif d'atteindre la souveraineté alimentaire, des besoins qui ne cessent d'accroître malgré une bonne production dans l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Agriculture. Nous avons des besoins énormes dans tous les secteurs. Dans beaucoup de secteurs, nous avons certes une bonne production. Nous avons quand même beaucoup d'évolution de production, mais nous avons encore des besoins et qui déjà augmentent parce qu'il y a la démographie qui augmente. Voilà un peu la situation. Maintenant, il va falloir chercher les moyens de faire. C'est une chose de dire que je veux faire telle chose, c'est une autre chose de dire que ce qui est important, c'est qu'on analyse toutes les contraintes. Et après déjà analyser toutes les contraintes, proposer des solutions. Les acteurs de ces trois secteurs doivent persister dans la production, surtout celle locale, pour diminuer l'importation parce que le Sénégal continue d'importer beaucoup de denrées alimentaires. Si je prends le cas du riz, ces 5 dernières années, nous avons au niveau d'importation qui est à peu près en moins d'1 million de tonnes de riz blanc. Ça veut dire tout simplement que nous avons encore besoin de faire des efforts si nous voulons être autosuffisants en riz. Prenez le maïs, c'est la même chose. Nous avons à peu près, si nous regardons chaque année, environ 400 000 tonnes qui sont importées. Vous prenez les autres spéculations, c'est la même chose. Vous prenez la viande, c'était la viande. C'est vrai, des efforts importants ont été faits aujourd'hui au niveau de la production de la viande, mais nous importons encore de la viande. D'abord, nous importons parce que nous ne produisons pas suffisamment. Et si vous regardez les chiffres qui sont les besoins réels, en tout cas sur la base des normes FAO, nous avons encore des efforts à faire pour produire davantage. Et la même chose également, on peut dire ça pour la pêche. Face au déficit structurel en infrastructure et l'insuffisance des moyens alloués aux différents programmes, un plan unique sera mis en place par les techniciens et pratiquants de l'agriculture, l'élevage et de la pêche. Sud International. Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire. L'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a atterri ce samedi à Abidjan par un vol commercial après 10 ans d'absence. Celui qu'on surnommait le général de la rue pour sa capacité de mobilisation des masses était poursuivi à la CPI depuis 2014 pour des accusations de crimes contre l'humanité durant les violences de la crise post-électorale de 2011. Responsable de plus de 3000 morts, Charles Blé Goudé est attendu dans la commune de Yopougon pour célébrer son retour avec ses sympathisants. En Guinée, la corruption, un mal qui gangrène l'administration guinéenne depuis l'arrivée de la junte au pouvoir. 50 millions de dollars, s'il vous plaît, ont été sortis frauduleusement des caisses de l'État, révèle l'agence judiciaire de l'État. L'avocat maître Mohamed Sampil a déclaré devant les médias, indiqué en tout cas que des responsables de régie financière ont profité du dégel des comptes après le coup d'État du 5 septembre 2021 pour se livrer à ces détournements de deniers publics. On fait le point avec notre correspondant permanent à Conakry, Amadou Ribari. Ce sont des faits de présumés détournements de grande ampleur que révèle l'agent judiciaire de l'État guinéen qui s'est exprimé devant la presse locale et internationale. Selon maître Mohamed Sampi, le lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD le 5 septembre 2021, certains comptes de l'État ont été dégelés pour permettre d'assumer le bon fonctionnement du service public. En 3 semaines de gestion, l'agent judiciaire de l'État parle d'un détournement de 458 milliards de francs guinéens, soit 53 millions de dollars sous l'ère de la junte au pouvoir. Le montant total concernant ces 75 dossiers, c'est un montant total de 421 milliards 208 millions 483 142
francs guinéens. À date, l'État poursuit des prédateurs économiques pour des montants qui se chiffrent à plus de 800 millions de dollars, révèle l'avocat qui annonce des poursuites judiciaires contre ces commis de l'État devant la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Des citoyens saluent cette décision de l'agent judiciaire de l'État et l'invitent à aller jusqu'au bout pour lutter contre le détournement des deniers publics. L'administration publique guinéenne est une vache à lait où certains cadres véreux se sont toujours servis des biens de l'État. Comment est-ce qu'en un laps de temps, certains cadres véreux peuvent s'accaparer les biens de l'État? L'État guinéen a saisi 87 millions de dollars des mains de certains responsables de régie financière et EPA jusqu'au verdict de la CRIEF et des tribunaux compétents, dit l'agent judiciaire de l'État. Cet économiste membre du Conseil national de la transition invite les nouvelles autorités à prendre des mesures drastiques pour arrêter cette saignée financière. Les statuts dont ces directeurs disposent les permettent vraiment de détourner. Quand vous lisez les statuts, ils ne sont pas soumis à un contrôle, ils ne sont pas soumis à une obligation. Plusieurs de ces commis de l'État inculpés pour corruption, blanchiment de capitaux, concussion sont incarcérés à la maison centrale de Conakry. Parmi eux, l'ancien Premier ministre d'Alpha Condé et le président de l'Assemblée nationale, Amadou Ribari, depuis Conakry pour Sud FM. Dans l'actualité sportive, séance de décressage dans la bonne humeur ce samedi au lendemain de la victoire des Lions face au Qatar 3-1 en match de poule. El Hadj Malick Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Babacar. Voilà, les Lions qui n'avaient pas joué hier ont eu droit ce samedi à une séance de mise à niveau. De mise à niveau, ils étaient 13 donc aujourd'hui présents à Douala Hotel à Tanière de du Sénégal, avec la présence de certains membres de leur famille, notamment celle de Idrissa Gana, mais également de Famara Diédhiou. Ils étaient présents, les membres des familles de ces deux joueurs-là cités, ils étaient présents donc aujourd'hui pour voir le galop d'entraînement, un galop où 13 joueurs ont participé à cette séance d'entraînement, puisque les autres qui ont joué hier étaient restés à l'hôtel pour une séance de décrassage, mais également de soins. C'est dans ce contexte même, Babacar, que le Sénégal prépare le match extrêmement important contre l'Équateur, un match qui est prévu mardi prochain, puisque le Sénégal aujourd'hui, pour rester encore dans la compétition, doit impérativement gagner l'Équateur. L'équipe nationale occupe la 3e place avec 3 points, derrière l'Équateur et les Pays-Bas, avec 4 points plus 2. Donc aujourd'hui, les Lions du Sénégal sont dans l'obligation de gagner l'Équateur pour pouvoir se qualifier pour le second tour. Et aujourd'hui, encore après la séance d'entraînement, c'est là Ousseynou Diouf qui a parlé aux deux joueurs et même également de la fédération pour rassurer le peuple sénégalais que les Lions sont prêts et sont conscients de l'enjeu de la rencontre contre l'Équateur. Un match, je disais, extrêmement important. Et hier, aujourd'hui même, le matin, il y a eu une réunion de coordination qui a été tenue entre l'actuel et les fédéraux pour évaluer le match contre le Qatar, mais également se projeter pour la 3e journée, une 3e journée importante à laquelle le Sénégal doit impérativement gagner pour se dans la compétition. Retenez aujourd'hui que la France est l'un des a décroché son ticket qualificatif pour les 8e de finale après sa victoire face au Danemark. Donc c'est 2 victoires, 2 points pour la France qui a déjà validé son ticket pour le second tour. Voilà, merci à vous El Hadj Malick Ndiaye. La France donc qui s'est imposée devant Danemark 2-1. Pologne également a battu l'Arabie Saoudite 2-0. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Tout de suite, le rappel des grandes lignes.